déjà posséder un grand art que celui de la lecture, car il est la clé de toutes les connaissances. Sans la lecture, vous ne pouvez rien apprendre. Par elle, toutes les sources de la science vous sont ouvertes. Appliquez-vous donc avec ardeur. Perfectionnez-vous dans cet art. Lisez beaucoup. Lisez des livres capables de vous faire connaître les choses telles qu'elles sont et sous leur véritable aspect. Vous y trouverez des récits plus merveilleux encore que ceux des contes. Ils vous parleront du grand œuvre de l'univers. On peut l'appeler aussi le Créateur, l'Éternel ou Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé quelquefois ce que c'est que le Créateur? L'univers, c'est l'auteur, le créateur de tout ce qui existe. La terre que vous habitez, les arbres au feuillage magnifique, dont l'ombrage verse sur vos jeunes fronts une salutaire fraîcheur pendant les heures ardentes de l'été, les fleurs aux brillantes couleurs, aux parfums si suaves, les fruits savoureux, le blé dont on fait votre pain, l'infatigable cheval, le bœuf patient, la vache et la chèvre qui vous donnent le lait, liqueur si douce, le chien compagnon fidèle de vos jeux, les oiseaux au ramage harmonieux, au plumage aussi varié que riche, les pierres, les marbres, l'or, l'argent, le fer, l'éclatant soleil, la lune à la pâle lumière, les étoiles étincelantes, c'est l'univers qui l'a créé, c'est-à-dire qui a fait tout cela. L'univers est éternel. Il a toujours existé, il existera toujours. C'est par lui que les autres êtres existent. Il a tout fait, tout créé d'un seul mot. Sa bonté est infinie. Il aime jusqu'aux plus petites de ses créatures et en prend le plus grand soin. Chaque enfant doit adresser à l'univers ses prières le matin lorsqu'il se lève. Il doit implorer sa divine protection pour tous les instants de sa vie, avant et après ses repas. Le soir, dans une autre prière, il faut que l'enfant le remercie des bienfaits dont il a été comblé pendant la journée et qu'il le prie d'écarter les dangers du berceau où il sommeille. L'enfant qui aime l'univers, qui le prie avec ferveur, saura toujours être bon, aimable, doux. Il ira un jour au ciel. De la terre. La terre est l'habitation que l'Éternel a préparée pour être la demeure de l'homme et sur laquelle il a déployé tout le luxe de ses bienfaits. Il l'a créée fertile afin qu'elle puisse nourrir ses habitants. Il l'a créée ornée de tout ce qui peut l'embellir afin que l'homme puisse y plaire. Il l'a remplie de merveilles pour que l'homme, en les voyant, se pénétrât de reconnaissance. Cette terre est un globe suspendu dans les cieux qui tourne autour du soleil pour que toutes les parties en soient successivement échauffées et éclairées. Vous comprenez bien, mes enfants, ce qu'est un globe. C'est un corps arrondi ressemblant au ballon que vous aimez tant à faire rebondir. La terre, étant suspendue dans les cieux, doit être semblable à ces corps lumineux qui brillent pendant la nuit. Il faut que vous sachiez que ces corps sont de deux sortes, les étoiles au soleil et les planètes. Les étoiles sont des globes lumineux par eux-mêmes. Les planètes, nom qui signifie globe errant, sont des corps qui reçoivent du soleil la lumière qui les éclaire. Lorsque l'Éternel fit la terre, elle n'avait pas l'aspect que nous le voyons aujourd'hui, parce qu'elle devait subir différentes révolutions afin de devenir capable de recevoir l'homme. D'abord, elle fut toute brûlante et composée de matières fondues et réduites en vapeur par la chaleur. Ce premier état avait pour but de lui donner sa forme, car les corps liquides et ceux qui sont réduits en vapeur peuvent seuls prendre la forme d'un globe en tournant sur eux-mêmes, comme tourne votre toupie. Or, vous saurez que la Terre tourne ainsi. Cette forme de globe, c'est ce que l'on nomme une sphère.
et l'on appelle sphéroïde un globe qui n'est pas tout à fait rond. La Terre est un sphéroïde parce qu'elle est aplatie sur deux points opposés qui sont les épaules et plus largement tout autour de son milieu appelé équateur, c'est-à-dire égal, parce qu'il est juste à la même distance des deux pôles. L'intérieur de la Terre renferme une masse immense de liquide brûlant, mais elle est contenue par la solidité de l'enveloppe extérieure. Et des volcans disséminés par la main divine sur tous les points du globe sont autant de soupapes de sûreté, semblables à celles des machines à vapeur qui donnent issue à des portions de cette masse brûlante, pour empêcher que ces efforts ne détruisent les continents. La Terre a 9000 lieues de circonférence, c'est-à-dire de tour. Sa surface est divisée en parties couvertes d'eau et en parties sèches et habitables. La partie couverte d'eau est l'océan, la partie sèche les continents. L'océan est plus considérable que les continents. Il recouvre un peu plus des 3/4 de la superficie du globe. On nomme côte sur rivage la limite qui sépare les continents des eaux des mers. Les côtes sont formées par les terres des continents qui s'élèvent au-dessus du niveau des eaux. Quand une mer entre largement dans les terres, elle forme un golfe. Ce n'est qu'une baie si elle n'entre que dans une plus petite étendue. Un détroit est une portion de mer très resserrée entre deux terres qui fait ordinairement communiquer une Méditerranée avec l'océan. Un canal est un détroit assez long placé entre une île et un continent ou entre plusieurs îles. Une île est une portion de terre entourée d'eau de tous côtés. Un port sert à recevoir les vaisseaux et à les abriter des vents et des tempêtes. Les continents n'ont pas de surface unie. Elle est au contraire très inégale. On y voit des élévations, des enfoncements, des parties plates. Les élévations se nomment montagnes et collines. Les montagnes sont des élévations d'une grande hauteur. Lorsque plusieurs d'entre elles se tiennent par leur base, elles forment une chaîne. On les divise en montagnes primitives, secondaires et récentes. Les montagnes primitives sont les plus anciennes de toutes. Leur formation date de la solidification de la surface du globe. Les secondaires ont été formées pendant les bouleversements subséquents. Les récentes résultent de soulèvements partiels de certaines parties des continents. Ces diverses sortes de montagnes se reconnaissent aux substances qui les composent. Un volcan est une montagne qui donne issue à une partie des matières brûlantes du centre de la Terre. L'ouverture par où elles sortent est un cratère. Les collines sont des élévations de peu de hauteur. Entre les montagnes, il y a des enfoncements plus ou moins larges qui reçoivent différents noms. On les appelle cols s'ils sont étroits, bordés de précipices, et que deux hommes puissent à peine passer de front. C'est un val quand l'enfoncement a plus de largeur est une vallée lorsqu'il est large, placée à la base des montagnes dont la pente est douce et très accessible. Les vals sont ordinairement parcourus par des fleuves dont la source est dans la montagne. Entre les collines, les enfoncements prennent la dénomination de vallons. On y voit couler des rivières ou des ruisseaux. Les parties unies des continents sont désignées par les expressions de plaine, plateau, steppe, désert, lande. Une plaine est une surface fertile sans élévation, d'une étendue plus ou moins grande. Un plateau est une plaine élevée au-dessus d'un pays voisin. C'est comme une immense colline dont le sommet est plat et fort étendu. Il y a des plateaux qui forment des parties considérables de continents et se terminent dans leur pourtour par de hautes montagnes. Tel est le plateau central de l'Asie. Une steppe est une plaine basse qui se couvre naturellement de pâturages. Le désert est une plaine aride, sablonneuse, qui ne produit de végétaux qu'aux endroits rares,
peu abondante, ces lieux, plus favorisés, portent le nom d'oasis. Une lande est un désert de peu d'étendue. Des courants d'eau et des réservoirs naturels fertilisent les continents. Les courants sont premièrement des fleuves, lorsqu'ils se jettent dans la mer. Deuxièmement, des rivières, lorsqu'elles se jettent dans un fleuve. Troisièmement, des ruisseaux, lorsqu'ils sont d'étroits peu étendus et qu'une rivière les reçoit. Le lieu où ces courants sortent de terre est leur source. Celui où ils se jettent dans la mer, dans un fleuve ou une rivière, est une embouchure. L'embouchure d'une rivière dans un fleuve s'appelle aussi un confluent. Les réservoirs comprennent les lacs, les étangs et les marais. Parmi les lacs, il y en a qui sont formés d'eau douce comme les rivières et d'autres d'eau salée comme celle de la mer. Car il faut que vous sachiez que les eaux de la mer contiennent des substances nommées sels. Un lac est une grande étendue d'eau de tous côtés. Le plus grand des lacs salés est le lac Caspienne en Asie. Un étang est une étendue d'eau moins considérable qu'un lac. Le marais est d'une eau stagnante